qu'on peut dire de plus sur l'auteur? Eh bien, il écrit aussi du jeu de rôle et du scénario de jeu de rôle, donc en tant que pratiquant, il m'avait déjà un peu dans la poche. Ah, et il est rôliste et fan de Lovecraft. Et il a écrit un petit mot dans le livre de campagne Par-delà les montagnes hallucinées du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Ça Tout l'air d'être un récit de campagne de jeu de rôle. Bon, il y a comme un truc entre les auteurs et le jeu de rôle. Et puis, parmi les bouquins dont on a parlé, il y a aussi Anamnèse de Lady Star, et Laurent Klotzer confesse que l'univers d'Anamnèse était à l'origine un univers créé pour du jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je vais vous révéler un truc sur moi. Si je m'étais pas mis au jeu de rôle dans mes années de collège, je pense que je serais un type très différent. Déjà, je pense que je serais vachement moins à l'aise à l'oral. Pourtant, il paraît que c'est que les ados mal dans leur peau et reclus qui jouent au jeu de rôle. Un point de vue répandu et complètement faux, mais on viendra là-dessus. Et ensuite, je pense que je ne tiendrais pas de chaîne Booktube si j'avais pas jeté les dés par le passé. Je continue de les jeter d'ailleurs. Je pense que je me serais pas mis à la lecture de littérature de l'imaginaire, et je pense naturellement que je me serais pas mis à l'écriture. Ma vie serait peut-être putain de triste si je n'avais pas découvert le jeu de rôle. Bon, mais d'abord, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas du tout cet obscur loisir. Le jeu de rôle, c'est un hobby, une pratique récréative dans laquelle des gens tout à fait normaux se regroupent pendant une soirée ou plus longtemps et imaginent ensemble une fiction qu'ils vont faire vivre par leurs mots. En fait, on n'est pas loin du cow-boy et de l'indien des enfants d'hier. Moi, je suis le cow-boy. Moi, je suis l'Indien. Alors moi je suis biclassé guerrier mage et prêtre aussi. Sauf que, contrairement au jeu de l'Indien et du cow-boy, la fiction créée par les joueurs est soumise à des règles. Dans le jeu de rôle, il y a ce qu'on appelle un système de jeu. En bref, un ensemble de règles qui vont empêcher le sale mioche de dire On dirait qu'en fait, je suis pas mort. un ensemble de règles auxquelles sont soumis tous les joueurs et qui va en quelque sorte cadenasser la fiction, créer de l'enjeu à la fiction. Les deux émanations les plus célèbres et les plus représentatives de ces règles sont les fameux dés à plusieurs faces, qui servent à ajouter de l'aléatoire et à arbitrer les conflits dans la fiction, et la feuille de personnage, qui liste en simple ce que les personnages incarnés par les joueurs peuvent ou ne peuvent pas faire. Bon, voilà pour le côté théorique. Bon, mais dans la pratique, comment ça se passe? Eh bien, dans la plupart des jeux de rôle, les joueurs vont incarner des personnages dans un univers, et il y aura un autre joueur qui lui va être le meneur de jeu, ou le maître du jeu, ou la maman des joueurs, il a plusieurs noms, bref, qui lui va présenter des situations, va décrire des scènes, va dire ce que les personnages voient, entendent, etc. En bref, lui, il va jouer l'univers, il va jouer l'environnement. Un petit exemple? Vous vous réveillez dans une pièce vide. Le sol est couvert de sang. Vous n'avez rien. Pas d'armes. Vous vous rappelez pas de ce qui vous a fait arriver ici. Derrière vous, il y a une porte, entrouverte. Et de là, vous entendez que ça gratte. Faites quoi? Moi, je m'approche discrètement. Moi je défonce la porte et je vais dézinguer tout ce qu'il y a derrière. Ok. Tu pousses la porte. Il y a un mec, il est mort par terre. Sur lui, il y a une bestiole. Ça ressemble à un ver. Elle a des dents acérées. Oh c'est pas grave, je la dézingue. Ok, t'as combien de force? Alors je te dis ça. Alors 3 en force et... c'est où ça 3 à manu. Ce que l'intrépide guerrier ignore et qu'il ne va pas tarder à découvrir, c'est que la créature est non seulement dotée de réflexes incroyables, mais aussi de dents capables de trancher la chair aussi facilement que du papier. Il a peut-être commis une imprudence en fonçant tête baissée. Bon, voyons le résultat de ces dés. Alors j'ai 2... 6... ça fait 8. Bah, c'est un échec. T'attaques la créature, elle t'arrache le bras. Tu te prends 8 points de dégâts et... Bon, déjà, j'espère que celles et ceux qui ne sont pas encore intéressés au JDR comprennent les promesses, en fait, de ce hobby. Parce que, en matière de possibilités, sky is the limit, on peut tout faire avec ça. On peut très bien trouver un système de règles ou créer un système de règles et un univers dans lequel les joueurs vont jouer des super-héros dans un univers post-apo, ou des enquêteurs dans l'Antiquité, ou encore des dieux qui doivent veiller sur un univers, ou des contrebandiers de l'espace. Et vous commencez aussi à comprendre pourquoi nombreuses autrices et auteurs de littérature de l'imaginaire s'adonnent au jeu de rôle, parce qu'en matière de plaisir et de compétences qu'apporte le hobby, la passerelle elle est limpide. On crée et on imagine des possibilités dans un univers fictionnel. Que ça soit pour les joueurs qui incarnent leur personnage ou pour le maître du jeu, on éprouve à peu près la même chose. C'est grisant pour un auteur de participer à du jeu de rôle, c'est grisant, et c'est même formateur. Oui, formateur, on y reviendra dans quelques minutes. Et enfin, au cas où vous ne le sauriez pas, les jeux de rôle sont commercialisés pour une grande majorité sous la forme de livres.
De très beaux objets la plupart du temps, qui présentent certes des tableaux, des règles, des listes pour le côté pratique du jeu, mais aussi présentent des univers, présentent des scénarios que le maître du jeu pourra faire jouer, racontent des petites histoires pour imprégner le maître du jeu de l'ambiance, afin qu'il la restitue sur la table, et le tout avec force d'illustration qui envoie la purée. Donc on a un jeu qui est quand même conçu autour de l'imagination collective, et on a en plus un objet livre superbe la plupart du temps. Moi ça a été deux passerelles qui m'ont mené du jeu de rôle vers la littérature et l'écriture. Maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin, parce que le jeu de rôle déjà souffre d'un petit a priori dans l'inconscient collectif, même si ça commence un peu à évoluer, mais en plus le jeu de rôle, je trouve, n'est pas souvent traité à sa juste valeur. En fait il est souvent réduit à du Donjons et Dragons médiéval fantastique, en excluant toutes les possibilités qu'il offre, quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont présenter le jeu de rôle en s'arrêtant à Donjons et Dragons, le premier jeu de rôle commercialisé qu'on doit à Gary Gygax, univers médiéval fantasy avec un maître du jeu, des joueurs qui incarnent des guerriers, des mages, des voleurs... Paladin niveau 66. Alors certes, c'est cette facette du jeu de rôle que les gens retiennent, c'est cette facette du jeu de rôle qui lui a permis d'entrer peu à peu dans la pop culture, hein, épée vorpal plus 5, moi je joue le barbare, moi je joue le nain, et c'est déjà bien, hein, je dis pas, je suis très content que ce loisir puisse se démocratiser, mais le réduire uniquement à ça, c'est un peu triste, parce que le jeu de rôle a une énorme diversité de styles, et certains très intéressants, et il a aussi une énorme diversité en matière, une énorme richesse en matière d'univers, dont certains fricotent de près ou de loin avec la littérature. Ouais, c'est notre sujet. Dans les jeux de rôle commercialisés, on est forcé d'évoquer l'appel de Cthulhu, jeu de rôle dans lequel les joueurs incarnent des investigateurs de l'occulte qui, au fur et à mesure des scénarios, vont découvrir des ouvrages obscurs, des cultes déviants et des entités cosmiques dont le simple fait de connaître leur existence suffira à les rendre fous, à les renvoyer à leur pauvre finitude de mortels. Et leur faire acheter des recueils de nouvelles de Lovecraft, ou bien d'Arlette ou Bloch, pour parfaire leur connaissance du mythe. Et ouais, n'est pas mort ce qui a jamais d'or. D'ailleurs, de nombreux fans de Lovecraft autour de moi l'ont pour la plupart découvert grâce au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Mais il n'y a pas que lui, on peut mentionner aussi le jeu de rôle des Terres du Milieu, ou Discworld, tous les deux issus des univers de Tolkien et de Pratchett, et puis il y a même une manie en ce moment d'adapter des univers de fiction, alors qu'ils soient littéraires ou issus de séries ou films, etc., de les adapter en jeu de rôle dès qu'ils rencontrent un peu de succès. Et c'est bien que le jeu de rôle se nourrisse justement d'univers littéraires, parce qu'il permet de les étendre, de se les réapproprier, de les faire siens pour une soirée avec des potes, et honnêtement c'est une super porte d'entrée pour la littérature. Allez, petit moment craquage de slip. Et si on abordait la littérature par le biais du jeu de rôle à l'école, hein, plutôt que de faire ces superbes comptes rendus de lecture ou ces superbes interros, moi je sais pas, je vois le prof qui commence sa lecture et puis qui au bout d'un moment s'interrompt et puis dit bon allez, moi je joue au Lord Voldemort, vous jouez Harry Potter, je lance un Avacadabra, qu'est-ce que vous faites ? Oh, et tiens, au passage, si on pouvait intégrer un peu plus de littérature de l'imaginaire dans les cursus scolaires, plutôt que de leur envoyer la princesse de Clèves dans les gencives... Oui, je m'écarte un peu du sujet, t'as raison. On va recentrer. Ensuite, pour finir sur les passerelles entre lecture et jeu de rôle, il y a certains univers de jeux de rôle originaux, c'est-à-dire qui n'ont pas été adaptés de fiction littéraire ou films ou séries, etc., qui n'ont rien à envier en termes de richesse à leurs homologues de SFFF. On prend Le Monde des Ténèbres, par exemple Vampire à la Mascarade, il met minable un paquet de bouquins et de films qui traitent de vampires et qui ont des univers basés sur les vampires. Hein. Oui, Twilight, même toi. Bah oui, tu t'attendais à quoi ? Donc tout ça pour dire que réduire le jeu de rôle à Donjons et Dragons et nier que dans le jeu de rôle il y a des univers hyper riches qui font des ponts entre jeu de rôle, littérature et plein d'autres formes artistiques, bah c'est un peu dommage. Mais s'arrêter juste à la diversité des univers, c'est encore un peu triste, parce que dans le jeu de rôle il y a aussi une grande diversité de styles et d'approches. D'abord, un petit mot au sujet des jeux de rôle maison. C'est un peu comme le lecteur qui, au bout d'un moment, à force de lire des romans, se dit « Bah tiens, moi aussi je pourrais m'y mettre ». Et ben il y a le rôliste qui, au bout d'un moment, à force d'avaler des univers commercialisés, va finir par se dire, avec ses joueurs « Bah tiens, et si je faisais ma propre popote ?» Et voici les univers maison, les univers qui ont été créés par des joueurs et des maîtres du jeu qui en ont ras-le-bol de jouer sur des univers du commerce, ou de faire des scénarios du commerce, ou de suivre les règles du commerce, et qui commencent à faire leurs propres règles, à construire leur propre univers. Et en ça, ils font un
world building qui est exactement similaire à celui qu'un auteur de SF ferait pour son roman de SF. Je pense même que les univers de jeux de rôle nécessitent plus de soins que les univers de romans de SF, etc. Pour la seule et bonne raison qu'ils seront joués, ils seront éprouvés par des joueurs. Et les joueurs, je sais pas si vous les connaissez, mais généralement ils ont tendance à toujours fouiller un peu, fouiner pour trouver le truc qui va pas. Et dis donc Jean-Michel, tes caravaniers là qui vivent dans le désert toxique, toujours avec leur masque sur la gueule, c'est bien hein. Mais comment ils font pour manger? Ils enlèvent leur masque, ils font de l'apnée pendant qu'ils bouffent leurs pâtes? Imaginez qu'on puisse communiquer directement pendant notre lecture avec l'auteur du roman qu'on lit. Hein, et puis qu'on dit, tiens en fait, ton world building là, il est pas un peu bancal? Enfin, pour l'auteur, c'est le cauchemar assuré, hein. En tout cas, cet obstacle n'empêche pas beaucoup de maîtres du jeu, à ma connaissance, d'élaborer leurs propres univers, et j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé à écrire du roman par ce biais-là. C'est-à-dire qu'au début, ils élaboraient des univers de jeux de rôle, et puis peu à peu, ils ont été vers le roman, ils se sont étendus, et ça, je trouve ça super. Et enfin, on va terminer cette vidéo en parlant des jeux de rôle indépendants, parce qu'il y a une grande scène indépendante, notamment en France, et il y a des trucs de fou. Il y a des pépites qui m'ont fait vraiment même réfléchir sur la manière de concevoir et de créer des histoires. Allez, petit moment, je raconte ma vie. Il y a quelques années, je me suis installé en région parisienne, voilà, j'ai dû laisser tomber le jeu de rôle à cause de ça, parce que tous les potes étaient à gauche, à droite, etc. On pouvait plus se regrouper, quoi. On a essayé de le faire par internet, mais c'est pas pareil. Et au bout d'un moment, ça m'a manqué, je voulais m'y remettre, mais par contre, je voulais pas me relancer dans le Donjons et Dragons avec le maître du jeu classique, etc. Ça commençait à me gonfler, je voulais du frais, je voulais du neuf. Et j'ai découvert les podcasts de La Cellule. Alors La Cellule, ce sont des podcasts qui parlent de jeux de rôle, qui testent des jeux de rôle, mais qui apporte aussi une réflexion assez intéressante au niveau de la théorie du jeu de rôle, quoi. Et il parle pas que de ça, il parle aussi de littérature jeunesse sur certains épisodes, de cinéma, il y a même un épisode qui parle d'alchimie. En bref, je vous invite à traîner une oreille si vous avez du temps, c'est vraiment super. Et grâce à eux, j'ai découvert les jeux de rôle indépendants qui non seulement vont s'écarter un peu du médiéval fantastique guerrier ou de l'enquête traditionnelle à la Cthulhu, mais qui vont vraiment proposer quelque chose, qui vont avoir un propos, qui vont emmener en fait les joueurs autour de la table à expérimenter des choses relativement différentes. On peut parler de Dogs in the Vineyard, jeu de Vincent Baker, dans lequel les joueurs incarnent de jeunes dogs, sorte de juges mormons, qui débarquent dans des villages pour démêler les situations et régler des problèmes dans un univers style fin 19e. Et le système de Dogs in the Vineyard est étudié pour vous pousser, lors de conflits, à l'escalade. Là où au début vous croyez juste régler un souci d'adultère, vous vous retrouvez pris au piège à lancer des dés, à ajouter des dés et des dés, et à monter le ton jusqu'à menacer d'une arme à feu une pauvre femme qui n'a rien fait. Un jeu très intéressant donc parce que même dans son système, il y a du propos. Mais le coup de cœur, c'est pas Dogs in the Vineyard, c'est un jeu français qui a été écrit par Thomas Munier, qui s'appelle Inflorenza. Je ferai une vidéo complète dessus parce qu'il vaut vraiment le détour, mais pour vous planter le décor, les joueurs vont évoluer dans un univers post-apocalyptique forestier très glauque, et ils vont jouer des héros, des salauds ou des martyrs. Alors l'intérêt de ce jeu, qui peut se passer de maître du jeu d'ailleurs, mais on reviendra dessus, l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il fonctionne autour de deux notions qui sont la souffrance et le sacrifice. En très résumé, au cours de la partie, le personnage que vous incarnez sera amené à accumuler des souffrances et des sacrifices, autant physiques que psychiques, qui lui permettront donc de remporter des conflits et de faire avancer l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que la souffrance, dans Inflorenza, est un bonus. Votre personnage va utiliser les souffrances qu'il a dans son passé et dans sa vie pour triompher des obstacles à venir. C'est hyper intéressant sur le plan narratif, sur le plan dramatique, c'est super. Alors certes, ça donne des parties pas forcément légères et guillerettes, hein, on est plus dans le sombre, on est dans le poignant, on est souvent dans le tragique, mais en termes de leçons presque d'écriture, c'est très intéressant. C'est simple, après quelques parties d'Inflorenza, je pense que vous ne pouvez plus vous permettre d'écrire des personnages gentils, ou méchants, ou blancs, ou noirs, c'est que de la grisaille, et vous comprenez aussi l'intérêt dramatique et narratif de faire déguster vos personnages, quoi, qui dégustent sec. Pourquoi ? Parce que ça crée de l'histoire. Pour finir sur Inflorenza, mon groupe et moi, on jouait en version sans maître du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, chacun était un peu responsable de la fiction qui se crée au fur et à mesure. Alors, vous pouvez penser que ça se barre en sucette au bout d'un moment, que tout le monde fait n'importe quoi, etc. Mais non, parce que les règles du jeu sont réellement bien pensées pour cadenasser le propos, pour non seulement quand même vous laisser libre
par rapport à l'histoire que vous créez, mais pour amener du jeu, pour amener de l'enjeu, pour amener de l'intérêt dramatique, et faire que, sans maître du jeu, à la fin, vous terminez et vous vous dites « Putain, on a fait une super histoire !» Ça vous est arrivé récemment avec un groupe de joueurs, où à la fin on se termine, on fait « Ah ouais, quand même, c'est sorti de nos têtes ça, quoi !» Et c'était vraiment génial. Pour ma part, moi, ancien maître du jeu qui arrêtait pas de se taper des scénarios, alors Safari, Train Fantôme, ou Toboggan, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire des scénarios dans lesquels on fait croire aux joueurs qu'ils ont un peu de liberté, mais en fait ils retombent toujours sur leurs pattes par rapport au scénar qu'on doit suivre, et ben un jeu comme Inflorenza, c'est relativement intéressant. Je le conseille d'ailleurs à tous les rôlistes qui ont jamais expérimenté les jeux de rôle en autorité partagée. Au début on est un peu paumé, on est un peu sceptique, on se dit ouais ça va partir en live, et en fait pas forcément, même ça peut donner des parties que je trouve moi bien meilleures, bien plus riches que les parties scénar, au moins tout le monde s'amuse. Donc je vous le conseille. Et ça prouve un deuxième point qui est que l'écriture collective peut être tout aussi efficace, tout aussi riche et tout aussi belle que l'écriture solitaire. C'est pas beau ça ? J'ai fait cette vidéo principalement pour me faire plaisir et parler d'une passion qui non seulement m'a animé, et m'anime encore aujourd'hui d'ailleurs, je pense que je suis plus content d'aller à un jeu de rôle que d'aller à un apéro, mais qui m'a permis aussi de découvrir tout un pan de culture. Donc littérature de l'imaginaire, comme on a dit, mais pas que, j'ai découvert des films, j'ai découvert de la musique, j'ai découvert plein de choses intéressantes grâce aux jeux de rôle. Ça m'a aussi permis de me glisser dans la peau de personnages qui étaient très éloignés de moi, ça a dû aiguiser mon empathie, je suppose, et aussi ça m'a permis de me libérer par rapport à l'écriture. J'en profite aussi pour dire ceci, si il y a parmi vous des gens qui pensent encore que le jeu de rôle, ah c'est le truc avec les dragons et les gens mal dans leur peau qui finissent par perdre le sens des réalités et tuer leurs parents, j'espère que cette vidéo vous a permis de reconsidérer un peu la question et de vous intéresser à ce hobby de manière neutre en tout cas, sans a priori. Et si vous pensez encore ça à la fin de cette vidéo, je me permets de vous répondre. La pratique du jeu de rôle ne fabrique pas des gens reclus, introvertis, mal dans leur peau et qui perdent le sens des réalités. C'est complètement faux. Je veux dire, on parle d'une pratique qui de base pousse les gens à se rassembler pour bricoler ensemble une fiction, c'est-à-dire échanger entre eux des éléments, se mettre d'accord pour créer un contenu fictionnel. Donc dire que c'est une pratique qui renferme les gens et qui les isole, de base c'est une attaque qui n'a pas de sens. Et enfin, et après je vous libère, le jeu de rôle est une des rares pratiques résolument ancrées dans la collaboration, dans la coopération, et non pas la compétition. Il n'y a pas de perdant autour d'une table de jeu de rôle, il n'y a que des gens qui vivent et expérimentent. C'est pas beau ça ? Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a, je le rappelle, les podcasts de la cellule qui sont vraiment pointus, qui sont vraiment super, qui sont très agréables à suivre. Il y a aussi les 2 émissions sur le jeu de rôle de Beats d'Arte, qui sont très très courtes, très condensées, mais qui abordent plein de points et qui sont vraiment très intéressantes. Et puis on va jeter les dés. Sur 10, vous vous abonnez, sur 15, vous vous abonnez, vous laissez un pouce bleu. Allez. Est-ce que je peux relancer ?